Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les titres de ce 20h. Le gouvernement continue d'apporter aide et assistance aux victimes des pluies diluviennes. Les sinistrés de la crue du fleuve Agbo ont reçu des dons en espèces et en vivres, des dons remis à la ministre Mariatou Koné qui s'est rendue sur place à Agboville. Les États-Unis d'Amérique font aussi des dons à la Côte d'Ivoire. Les Américains ont offert du matériel médical et des produits pharmaceutiques d'une valeur de 250 millions de francs CFA aux formations sanitaires du 1er bataillon du génie de Boaké et à la garde républicaine. Le président chinois est en tournée sur le continent africain. C'est sa première visite à l'étranger depuis sa réélection en mars dernier. Une tournée pour renforcer le partenariat sino-africain. Après Dakar, Xi Jinping a mis le cap sur Kigali au Rwanda. Soyez la bienvenue sur RTI1. L'élan de solidarité envers les populations victimes des pluies diluviennes se poursuit. Les sinistrés de la crue du fleuve Agbo à Agboville ont reçu la visite de la ministre Mariatou Koné. L'émissaire du gouvernement leur a fait plusieurs dons en vivres et non-vivres d'une valeur de 22 millions de francs CFA. Franck Quadio. Le ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté à Agboville, au quartier artisanal, depuis 15 jours inondé par la montée des eaux du fleuve Agbo, sorti de son lit suite aux récentes pluies. Certains endroits on peut sentir la baisse du niveau de l'eau, mais le constat demeure. Plusieurs habitations sont encore immergées. Cette femme est restée toute la période sur les lieux avec sa famille. Bon, vous déplacer, c'est quand tu as quelqu'un comme ça, tu peux te déplacer. Si tu n'as personne là, tu es obligé de rester sur place là. Certains ont cependant pu trouver refuge ailleurs. 40 familles sont dans ce cas de figure et 112 sont en revanche restées sur place pour un total de 152 familles sinistrées. Mariatou Koné est allée traduire la compassion du gouvernement aux sinistrés des 5 quartiers touchés par la montée des eaux à Agboville. Et donc leur dire que l'État est à leur côté, nous les soutenons, mais nous pensons plus à leur vie, à leur sécurité et donc nous les exhortons à quitter les lieux comme l'ont fait les 40 familles qui sont parties déjà. Des vivres, entre autres des pâtes alimentaires, de l'huile, des conserves et du sucre et des non-vivres, matelas et différents ustensiles, le tout d'une valeur de 20 millions de francs CFA auxquels s'ajoutent 2 millions de francs CFA pour les familles ayant évacué les lieux, un total de 22 millions de francs CFA et des bénéficiaires satisfaits. Depuis que je suis artisanal, ça fait au moins quelque chose de 15 ans aujourd'hui. Mais c'est une première fois que je viens de recevoir cette chose. Mais au-delà de la satisfaction, un message apporté par le gouvernement, c'est l'exhortation à quitter les habitations non autorisées et à proximité du fleuve, et aussi une doléance des populations engagées des travaux durables pour le réaménagement du plan d'eau fluvial traversant la ville. Rappelons que cette montée des eaux n'est pas un fait inédit. Ici, on parle encore des années 89, 95 et 2008, d'où l'urgence selon les autorités d'engager des initiatives vigoureuses. Et nous sommes toujours en pleine saison pluvieuse ici en Côte d'Ivoire. La circulation est devenue presque impossible sur l'axe Soubré-San Pedro. Comme vous le voyez, difficile pour les usagers de circuler sur la nationale A3, précisément au niveau de Guiré, dans la sous-préfecture d'Oupouyo. À l'entrée du village, le bitume a disparu, laissant place à un trou béant. Un trou qui s'est approfondi à la faveur des pluies diluviennes. Vendredi dernier, un gros camion en partance pour le port de San Pedro s'est enfoncé à ce niveau, causant la fermeture totale de la route. Les autorités de Méagui s'attellent à résoudre le problème pour soulager les automobilistes. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité renforce ses actions de lutte contre l'insalubrité. La ministre Anne-Désirée Oloto vient de tenir une rencontre avec des ONG. Les échanges ont porté sur l'instauration d'une plateforme formelle de collaboration entre le ministère et ses collectivités afin de mieux les organiser et mieux suivre leurs activités. Patricia Mouetia, Grace Kando pour les explications. Curage de caniveaux, nettoyage des grandes artères, assainissement des plages. Ces tâches ne sont pas uniquement affectées aux autorités chargées de l'assainissement. Elles sont suivies par de nombreuses organisations non gouvernementales qui œuvrent pour le maintien de l'hygiène publique. Notre association AFBAD, ce sont seulement les femmes. Donc les femmes, c'est elles-mêmes qui produisent les ordures. Donc elles, à leur niveau, dans le quartier, elles essaient d'avoir les poubelles, de
fait des opérations. Chaque dimanche dans le mois, elles se mettent ensemble, elles balayent le quartier, elles nettoient le quartier. Au niveau de la salubrité, nous faisons la précollecte. Nous avons au nombre nos membres sur le terrain. Nous avons 7 équipes composées de 40 éléments par équipe, dont chaque équipe est coordonnée par 3 chefs qui sont répartis dans les différents quartiers de la ville et qui font la précollecte des ordures. Ce matin, le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité va à la rencontre des responsables des ONG et des bénévoles. Anne Désiré Ouloto a exprimé le désir de son ministère de travailler de pair avec ses collectivités dans l'optique de mener des opérations plus efficaces dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité. Les ONG doivent comprendre la politique du gouvernement. Les ONG doivent savoir ce que c'est qu'elles sont de groupage, elles sont de transfert, elles sont d'enfouissement technique. Il faut que vous ayez des programmes de renforcement de capacités. Tout cela vous rendra crédible auprès des populations, mais beaucoup plus crédible également vis-à-vis de nos partenaires techniques et financiers, vis-à-vis de nos bailleurs, qui bien souvent s'appuient également sur des ONG pour financer des projets et des programmes. Une plateforme formelle de collaboration avec les ONG de lutte contre l'insalubrité est envisagée par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Ce programme permettra à ces organisations de bénéficier de formations et d'assistance en vue d'être plus efficaces sur le terrain. Et les lignes bougent aussi du côté de l'armée. La coopération avec les États-Unis d'Amérique se renforce. Les Américains ont fait des dons à notre pays. Ils ont offert du matériel médical et des produits pharmaceutiques d'une valeur de 250 millions de francs CFA aux formations sanitaires du 1er bataillon du génie de Boaké et à la garde républicaine. Reportage à Boussanogo. Il s'agit de divers matériels d'hospitalisation, d'analyse biologique, de dentisserie et de nombreux consommables médicaux d'un poids de 9 tonnes et d'une valeur de 250 millions de francs CFA destinés aux formations sanitaires du 1er bataillon du génie de Boaké et de la garde républicaine de Trècheville. Un don du département américain de la défense à travers son projet Cœur et qui vise à renforcer les capacités du service de santé des armées. Cette remise de dons de matériel médical au service de santé des armées de Côte d'Ivoire est la concrétisation d'un processus participatif entre les acteurs de la santé, des militaires de notre pays. Cette collaboration permet de penser et mettre en œuvre des stratégies efficaces à fort impact sur les troupes. L'effet indu de cette merveilleuse mission sera d'impacter positivement les êtres au service des militaires. Le chef d'état-major général des armées, Touré Sekou, a rappelé l'importance de ce lot de matériels médicaux et de produits pharmaceutiques pour le bien-être physique des soldats. Ce matériel que vous mettez à la disposition de la garde républicaine et du 1er bataillon de génie de Boaké contribuera à coup sûr à la revalorisation de la santé de nos hommes. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la coopération entre l'État de Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique à travers le projet Cœur, qui est une organisation non gouvernementale spécialisée dans l'aide aux centres de santé à travers le monde par le don d'équipements et de consommables médicaux. Et l'Union européenne apporte aussi son appui à la Côte d'Ivoire dans le domaine de la sécurité toujours. Ce partenariat a permis à la ville de Botro d'avoir son nouveau commissariat de police. C'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, qui a procédé à l'inauguration. Et l'édifice fait la fierté des populations, nous explique Kader Sogodoko. Voici le tout nouveau commissariat de police de Botro, commune située à un peu plus de 30 km au nord-ouest de Boaké. Un édifice neuf aux caractéristiques modernes d'un coût de 100 millions de francs CFA.
La Côte d'Ivoire, dans sa volonté d'assurer efficacement la sécurité des personnes et des biens, s'est inscrite dans un vaste programme de rénovation sécuritaire axé sur le professionnalisme des forces et des moyens adéquats pour mener à bien leur mission. Cette vision du gouvernement est partagée par les pays de l'Union européenne à travers le PARCS, le projet d'appui au renforcement du dialogue socio-sécuritaire. La présence à Botro du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité traduit donc l'engagement du gouvernement à aller plus loin pour la sécurité de toutes les populations. L'important projet de rééquipement à travers la loi de programmation des services de sécurité intérieure est à pied d'œuvre pour que la police nationale puisse travailler dans les meilleures conditions. Je voudrais saisir cette occasion donc, mesdames et messieurs, pour exprimer les remerciements du gouvernement ivoirien à tous nos partenaires extérieurs qui n'ont lésiné sur aucun effort pour soutenir la Côte d'Ivoire. À Botro, le commissariat de police a un bâtiment annexe réservé aux violences basées sur le genre. Présent par solidarité gouvernementale, le ministre des Mines et de la Géologie se dit heureux de l'inauguration d'un nouveau commissariat à Botro. Il est d'ailleurs suivi par de nombreux cadres de la localité. On s'en réjouit parce que pour la sécurité des biens et des personnes, il faut la police, il faut la gendarmerie, il faut aussi une étroite concertation et une véritable cohésion entre les populations et leurs forces de sécurité. C'est une fierté pour nous, fils de Botro. Surtout qu'à Botro, l'insécurité. Je sais que beaucoup de choses vont être réglées à la suite de ce commissariat. La cérémonie s'est achevée par la présentation du chef de service du commissariat de Botro, le commissaire Benoît Théora, à qui le ministre Sidiki Diakité a exigé professionnalisme et dévouement pour la cause des populations. Au chapitre politique de ce 20, les militants du PDCI RDA favorables au parti unifié RHDP se sont retrouvés à Divo pour lancer les activités du mouvement sur les traces de Félix Houphouët-Boigny. Et lors de la rencontre, le président de ce mouvement a expliqué les raisons de création du mouvement sur les traces de Félix Houphouët-Boigny. Reportage Mamadou Kwasi. La soixantaine de bâches installées au stade municipal de Divo était insuffisante pour accueillir les milliers de militants du PDCI RDA de la région du Lodjibois. Des militants mobilisés pour dire oui au parti unifié, le RHDP, et sur le lancement des activités du mouvement sur les traces de Félix Houphouët-Boigny dans la commune de Divo. Ces militants venus de toutes les sections du Lodjibois ont, à travers leurs différents responsables de structure du PDCI RDA, saisi l'occasion pour réaffirmer leur engagement à adhérer au parti unifié, tout en invitant le président Henri Konan Bédié à poursuivre le dialogue avec le président du RHDP, Alassane Ouattara. Nous, secrétaires généraux des sections du PDCI RDA, de la délégation départementale de Divo, exprimons notre soutien appuyé à la création du parti unifié RHDP. Nous, jeunes du PDCI RDA de Divo, saluons la création du parti unifié RHDP en qui nous fondons notre espoir pour la consolidation de la paix et partant poursuite du développement de la Côte d'Ivoire. Réaffirmons notre attachement au président du PDCI RDA. Considérant que seul le RHDP est à même de garantir cette paix durable, nous, femmes du PDCI RDA de Divo, saluons avec enthousiasme la création du parti politique RHDP unifié. Le délégué départemental du PDCI de Divo, le ministre Amédée Kouakou Kofi, lui-même vice-président du mouvement sur les traces de Félix Houphouët-Boigny, a invité les militants à soutenir les initiatives de paix et de développement qui passent par le RHDP. Pour lui, le bureau politique du 17 juin 2018 n'est pas en contradiction avec la mise en place du RHDP déjà souhaitée par le président Henri Konan Bédié. On tente de nous faire passer pour ceux qui ont trahi le PDCI RDA. On claironne à tout vent que le PDCI RDA refuse le parti unifié, alors que les résolutions du bureau politique sont on ne peut plus claires à ce sujet. Le président du PDCI RDA a fait sa part.
en signant l'accord politique. Le bureau politique a fait le sien en endossant le dit accord, en indiquant le chemin pour parvenir au congrès constitutif dans 12 à 18 mois. Les pourfendeurs de la signature du président du parti et des résolutions du parti sont à rechercher ailleurs et non au sein du mouvement Sur les traces de Houphouët-Boigny. Le président du mouvement Sur les traces de Houphouët-Boigny, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, a rappelé les raisons de la création de ce mouvement qui n'est pas un parti politique, mais un mouvement regroupant les militants du PDCI RDA favorables au RHDP. C'est pourquoi il invite les militants du PDCI à accompagner le RHDP dans sa quête d'une Côte d'Ivoire de paix et prospère. Mes sœurs du PDCI RDA, le mouvement Sur les traces de Houphouët-Boigny doit être votre mouvement, car il vient consolider la paix et nous éloigner des conflits, les conflits dont vous et vos enfants êtes les premières victimes. C'est pourquoi nous vous invitons à embarquer dans le mouvement Sur les traces d'Houphouët-Boigny. Chers parents du monde agricole, sans la paix, pas de stabilité. Or, sans la paix, vous ne pourrez pas vous rendre dans vos plantations et profiter du fruit de votre travail. Vous aussi, vous êtes concernés par le mouvement Sur les traces d'Houphouët-Boigny. Tous, sans exception aucune, nous devons nous mettre sur les traces d'Houphouët-Boigny, car ce sont les seules traces qui vont nous permettre de ne pas nous perdre. Ce sont les seules traces qui vont nous permettre de sauver la Côte d'Ivoire avec le RHDP. Ce sont les seules traces qui vont nous permettre de faire rayonner la Côte d'Ivoire au firmament du développement. Nous vous demandons de demeurer sereins, car nous sommes convaincus que nous sommes sur le chemin de la vérité. Le lancement des activités du mouvement Sur les traces de Félix Houphouët-Boigny à Divo a enregistré la participation de militants des partis politiques, membres du RHDP ainsi que plusieurs membres fondateurs de ce mouvement. La prochaine étape, la ville de Bondoukou, le samedi prochain, pour convaincre davantage les militants du PDCI à adhérer au RHDP. Au niveau agricole, quels sont les nouveaux défis de la filière EVA? Les producteurs et les usiniers tentent de maintenir le cap à la formation des ressources humaines et le financement des plantations. Mais quelles sont les retombées pour la filière? Ces questions ont été posées au nouveau président de l'APROMAC, Eugène Crémier-Malan, invité du magazine du dimanche au journal Le 13, présenté par Hamza Diaby. Suivons un extrait de leur entretien. Nous avons plus de 160 000 planteurs d'EVA en Côte d'Ivoire. Nous avons 600 000 hectares de plantés. Donc c'est un secteur. Pour 603 000 tonnes. Pour 603 000 tonnes. Alors les 603 000 tonnes, c'était l'objectif à signer par l'État sur l'horizon 2020. Mais nous l'avons atteint en 2017. Au 31 décembre 2017. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant jusqu'en 2020, nous allons produire plus que les objectifs fixés par l'État. Nous avons donc besoin de notre tutelle. Nous avons besoin du parrainage de l'État pour nous encadrer, pour nous pousser à réussir tous ces succès. La Côte d'Ivoire est premier producteur africain de caoutchouc naturel, avec plus de 60% du caoutchouc africain. Donc, nous sommes heureux d'être ivoiriens et de pouvoir gagner ces paris-là. À Dabo, c'est plutôt le défi de l'autonomisation des jeunes et des femmes qui préoccupent les autorités sur place. Plusieurs jeunes et femmes ont été donc formés dans le domaine agricole et avicole. Une formation assurée par l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Il s'agit d'un projet financé par l'Union européenne et qui va permettre aux bénéficiaires d'être autonomes. Issa Tchonoyeo. Les femmes et jeunes de Youlil, Yassap, Orbaf et Lopou, 4 localités de la commune de Dabou viennent de bénéficier d'une formation moderne dans les domaines agricoles et avicoles. Cette formation vise à permettre aux bénéficiaires d'être autonomes dans l'agriculture et l'élevage. Après 3 mois de formation théorique et pratique et 5 mois de suivi et d'encadrement dans les champs et écoles, les apprenants ont reçu une attestation et des équipements pour leur groupement coopératif.
La formation, ça s'est passé dans l'agriculture. Nous avons d'abord nettoyé la parcelle, nous avons fait des piquetages pour pouvoir mesurer comment planter les bananes, manioc, aubergines, gombo. Tout s'est bien passé. J'appelle toutes mes soeurs à faire comme nous. Les donateurs ont réaffirmé leur volonté d'appuyer le gouvernement à résoudre l'épineuse question du chômage en Côte d'Ivoire. Le projet vise à contribuer à l'insertion durable et à la fixation des différentes couches sociales de la population ivoirienne à travers la formation professionnelle. Le parrain de la cérémonie, le ministre Jean-Claude Kouassi, a exhorté ses filleuls à être des modèles. Vous devez donc faire bon usage de la formation et du matériel à votre disposition dans votre intérêt et dans l'intérêt bien compris de tous. Sachez qu'en phase d'exploitation de votre projet, vous pourrez bénéficier de l'encadrement et des appuis nécessaires des services de l'État, notamment de l'ANADER, afin d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Vous avez l'obligation en effet de réussir. Réussir d'abord pour vous-même, pour vos familles, réussir pour la région, réussir pour la Côte d'Ivoire, réussir pour que la chaîne de solidarité ne s'interrompe pas. 1179 femmes et jeunes ont bénéficié de la formation qualifiante. Le projet ambitionne de former et d'insérer 5000 jeunes, dont 2500 ex-combattants, dans les mois à venir. Un projet initié par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, et financé par l'Union européenne. La consommation et la production durable de biens et de services est le thème de la première édition du Forum de réflexion et d'échange sur les coopératives à Yamoussoukro. Le but est clairement de renforcer les capacités des coopératives en vue d'une meilleure connaissance d'appropriation du concept de développement durable. Le reportage de Soro Corona. Consommation et production responsable et durable, 12e point de l'objectif du développement durable des Nations Unies. Pour atteindre cette politique de développement durable, l'ONU implique les coopératives. En Côte d'Ivoire, le Forescoop, forum de réflexion et d'échange sur les coopératives, s'est tenu à Yamoussoukro. Mener les coopératives à intégrer dans leur fonctionnement et dans leurs activités la notion de développement durable, la notion de prise en compte de l'environnement pour les générations futures dans la façon de travailler, dans la façon de produire les biens, parce qu'aujourd'hui, la consommation et la production durable de biens constituent un objectif du développement durable. Le Forescoop s'inscrit pleinement dans la vision de l'ONU traduisant le rôle des coopératives dans le développement social. La première édition du Forescoop a réuni autour d'une même table des sociétés coopératives, des chambres consulaires, des institutions étatiques et financières. Le respect de l'environnement fait partie des conditions de délivrance des autorisations en Côte d'Ivoire. Et ceci répond bien aux exigences fournis par le code minier. On a vu aussi le modèle allemand. Il ne s'agit pas aujourd'hui de fonctionner 2 ans et puis 3 ans disparaître. Mais nous venons voir l'expérience des autres sociétés coopératives et nous allons prendre ce modèle-là, calquer sur et puis apporter ce qui manque chez nous. Les participants ont également réfléchi sur la pérennisation de la commémoration de la Journée mondiale des coopératives célébrée par l'ONU depuis 1995. Cette première édition du Forescoop a eu pour thème la consommation et production durable des biens et services. Dans l'actualité culturelle en Côte d'Ivoire, notez la sortie officielle du film Interprète 2 dans les salles de cinéma. Ici à Abidjan est prévue le 27 juillet prochain. La grande première de ce long métrage a eu lieu hier samedi au Palais de la Culture de Trècheville. Trahison, meurtre, suspense et amour font bon ménage dans ce film coproduit par la RTI. Issa Tchonoyeo. Interprète 1, on est resté sur notre fin. Et donc, quand on nous a annoncé l'interprète 2, on a couru venir le voir et on a hâte de voir la suite du film. Pour mettre fin à cette longue attente du public, Kadi Touré, la réalisatrice du film, est donc revenue sur le grand écran avec Interprète 2. Ce film coproduit par la RTI, Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne, est parsemé d'amour, de trahison, de suspense et de meurtre. Tension et surprise sont également au cœur de ce long métrage où l'amour finit par prendre le dessus sur tous les autres sentiments.
On a tenu compte de certaines critiques qu'on a eues pour l'interprète 1. Donc on a mis un peu plus de qualité, les acteurs ont mieux joué, il y a eu beaucoup plus de choses qui se sont améliorées. Donc j'espère que cette fois-ci, on aura encore plus de succès. Pour la grande première de ce film, le public est venu en grand nombre. C'est nous qui avons demandé le 2 parce qu'on a estimé que ça ne pouvait pas rester comme ça. Et quand nous sommes venus aujourd'hui pour l'interprète 2, effectivement, ce à quoi on s'attendait, Kadi Touré a bien sûr nous donné envie de regarder Interprète 2. Je vous exhorte à aller le regarder, c'est très intéressant, très intriguant, vraiment, je suis épatée, les mots me manquent. I am so surprised. Pour le premier responsable de la RTI, le média des services publics, soutient toutes les grosses productions cinématographiques. Mieux, il continuera de jouer son rôle dans l'émergence du cinéma en Côte d'Ivoire. Il faut que tout le monde comprenne que le cinéma peut être quelque chose de rentable. Donc j'invite tous les acteurs financiers ou tous ceux qui s'intéressent au monde de la culture à penser à investir dans le cinéma parce qu'ils montrent notre culture, ils montrent nos acteurs et en même temps des spectacles rentables à travers ces films. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a indiqué que l'engouement suscité auprès du public démontre la vitalité du 7e art ivoirien. Au nom du gouvernement, au nom du Premier ministre, je veux saluer tous les acteurs du cinéma en Côte d'Ivoire qui, avec des moyens modestes, mais avec une forte volonté, arrivent à nous donner un cinéma de qualité. Aujourd'hui, grâce à l'engagement de nos acteurs, à l'appui que le gouvernement met en place, notre cinéma est revenu à son top niveau. Interprète 1 a battu des records à Abidjan avec plus de 7000 entrées et 4000 à Ouagadougou, au Burkina Faso. La réalisatrice entend aller au-delà de ce succès avec Interprète 2, qui sort dans les salles à Abidjan à partir du 27 juillet prochain. Le sport vous intéresse aussi et vous avez pu suivre la 11e manche de la Diamond League qui a eu lieu ce dimanche au London Stadium en Angleterre. Une manche qui n'a pas souri à la sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou sur le 200 mètres. Seule ivoirienne alignée sur le meeting de Londres, Talou a fini 5e de la course. Mais cette performance est non négligeable pour l'ivoirienne. Je vous propose maintenant le reste de l'actualité à l'étranger. Dans le 7 sur 7, voyons ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine dans le monde. C'est avec Abou Sanogo. L'équipe de France a vécu un retour triomphal au lendemain de son titre de champion du monde. Les Bleus ont célébré lundi après-midi leur titre de champion du monde sur les Champs-Élysées avec des centaines de milliers de personnes venues les acclamer avant d'être reçues à l'Élysée. Près de 600 migrants sont arrivés à Agadez au cours de la deuxième semaine de juillet. Ces ressortissants africains ont été refoulés d'Algérie et abandonnés dans le désert. 180 Nigériens sont d'abord arrivés à Agadez, suivis par près de 391 ressortissants ouest-africains selon l'Organisation internationale pour les migrations. S'il était en vie, Nelson Mandela fêterait ses 100 ans ce mercredi 18 juillet 2018. L'Afrique du Sud a salué l'héritage de Nelson Mandela, icône mondiale de la lutte contre l'apartheid, avec une marche symbolique conduite par sa veuve Graça Machel et un forum sur la direction de l'ancien président américain Barack Obama. Son discours était très attendu. À 5 mois de la présidentielle censée élire son successeur à la tête du pays qu'il dirige depuis 17 ans, le président congolais Joseph Kabila s'est engagé à respecter la constitution de la République démocratique du Congo qui lui interdit de se représenter. La date des élections, fixée au 23 décembre 2018, reste maintenue. Accusé de violence lors de manifestations le 1er mai, ainsi que d'usurpation de fonctions, Alexandre Benalla a été placé en garde à vue. L'Élysée annonce qu'une procédure de licenciement a été engagée à son encontre. La garde à vue d'Alexandre Benalla a débuté ce vendredi matin à Paris, dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte après la diffusion d'une vidéo le montrant frappant un manifestant le 1er mai, a annoncé le parquet de Paris. Le président chinois,
entame ce samedi 21 juillet une tournée d'une semaine sur le continent africain. La première depuis sa réélection en mars dernier. La troisième depuis son accession au pouvoir en 2013. Xi Jinping se rendra d'abord au Sénégal, puis il ira au Rwanda avant d'assister au sommet des pays émergents à Johannesburg. Électeurs et bureaux de vote fictifs. À quelques jours du scrutin présidentiel du 29 juillet, l'opposition dénonce une vaste tentative de fraude. C'est le premier rebondissement de la campagne présidentielle. Réuni en conférence de presse à Bamako, le directoire de campagne de Soumaïla Cissé, principal challenger du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, a annoncé l'existence d'un fichier électoral parallèle qui serait frauduleux et différent de celui audité par l'Organisation internationale de la francophonie il y a quelques mois. Ce 20h supervisé par Michel Eva Mambo. Merci à toute l'équipe technique et surtout à vous de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée sur RTI1.